Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les problèmes qui se posent quand survient le handicap, soit brutalement dans le cadre par exemple d'un accident vasculaire, soit plus insidieusement pour une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson. Sachez que dans les 3/4 des cas, la personne handicapée vit à son domicile, accompagnée par quelqu'un de son entourage. Quelle est cette personne qui accompagne? Ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant, un frère, une sœur. L'âge moyen de ces personnes qui accompagnent est de 60 ans. Vous êtes très nombreux dans ce cas, puisque environ 4 millions de personnes aident au quotidien une personne handicapée de leur entourage. La plupart du temps, la personne qui accompagne est une femme, dans 70% des cas. Et dans 10% des cas, l'aidant familial a plus de 75 ans. Ce qui, bien sûr, pose le problème de la capacité à aider, car à cet âge-là, on est souvent, quelquefois, soi-même malade, soit fatigué, soit fatigable. Le temps que vous consacrez en tant qu'aidant principal d'une personne handicapée, il est d'environ 8 à 9 heures par jour. Ce qui est énorme par rapport au temps que peut consacrer un soignant, qui a à peu près 8 fois moins de temps pour quelqu'un qui est en institution, par exemple. Alors bien sûr, ça va avoir des conséquences. Conséquences physiques, conséquences psychiques, conséquences sociales aussi. Conséquences physiques, parce que vous accompagnez 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année, vous allez être fatigué, vous n'allez pas prendre soin de vous, car la plupart des personnes qui accompagnent une personne handicapée négligent leur santé. Et ça, c'est important de le savoir, car le risque de mortalité chez l'aidant est multiplié par 2,5, ce qui n'est pas négligeable. Le risque sur le plan psychique est aussi important. Très souvent, on devient triste, très souvent, on devient même parfois dépressif. 20% des personnes, c'est-à-dire un accompagnant sur 5, est dans un état de dépression et là aussi, très souvent, ne prend pas le temps de se soigner. Et puis les conséquences sur le plan social. Bien sûr que la maladie, le handicap entraîne un isolement. On ne participe plus aux activités qu'on avait l'habitude peut-être de faire avec son conjoint si on est en couple. On avait soi-même des activités qu'on a aussi abandonnées pour être plus présent auprès du malade. Quand on sort faire les courses par exemple, c'est toujours en se dépêchant. On a peur de laisser la personne seule trop longtemps. Et le réseau social se rétrécit parce que les voisins, les amis, la famille, qui venaient très souvent au début, très souvent quand on était à l'hôpital, eh bien au fil des mois, des années, on s'aperçoit qu'ils viennent de moins en moins souvent. Et on se retrouve donc très isolé et paradoxalement, comme on a souvent besoin d'aide et qu'on est souvent aidé par un infirmier qui passe tous les jours, par un kinésithérapeute, par un aide-soignant pour la toilette, on est à la fois isolé socialement et envahi chez soi. Et les familles me disent souvent « mais j'ai l'impression de ne plus être chez moi, ça fait des mois, des années que ça dure. L'aide-soignant qui vient faire la toilette ou l'infirmier, j'ai l'impression qu'il se sent plus chez lui que moi. » Et il y a donc ce paradoxe, à la fois je me sens seul et je me sens envahi dans mon quotidien et dans ma maison. Alors, la chose la plus importante peut-être quand on se retrouve brutalement ou plus insidieusement à accompagner une personne lourdement handicapée, eh bien c'est de faire le maximum pour que cette personne puisse garder son autonomie le plus longtemps possible. Alors pourquoi se battre pour l'autonomie de la personne? Parce que si vous pouvez décider ne serait-ce qu'une toute petite chose, décider si je veux manger une pomme ou une banane, décider si l'eau est trop chaude ou trop froide pour la toilette, le fait de simplement pouvoir décider me permet, moi malade, de conserver l'estime de soi. Je conserve mon estime de soi et c'est vraiment quelque chose d'important. Si on a une meilleure estime de soi, on se sent plus en confiance. Si on se sent plus en confiance, on va s'en sentir plus en sécurité. Et si on est en sécurité, eh bien on sera plus calme, plus serein face à ce handicap qui envahit toute la vie quotidienne. Alors oui, c'est important de tout faire pour que la personne reste autonome. Bien sûr, c'est quelquefois difficile, on est souvent sur la corde raide. Il faut demander à la personne ce qu'elle peut faire, mais pas trop. Il ne faut pas la mettre en échec, il ne faut pas la mettre en difficulté. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont des pathologies vasculaires, où chez ces malades, il y a de grandes fluctuations dans la journée, d'un moment à l'autre. À un moment donné, on va être très bien, puis on va être fatigué, puis on va à nouveau être capable de faire des choses, puis à nouveau incapable. Les fluctuations, elles sont dans la même journée, d'une heure à l'autre, elles sont aussi d'un jour à l'autre.
Donc avant de demander à la personne de participer par exemple à sa toilette ou à mettre le couvert, eh bien il va être important de regarder dans quel état la personne se trouve. Est-ce qu'elle vous semble en forme, capable de faire cela, ou est-ce qu'au contraire vous la sentez trop fatiguée et peut-être aujourd'hui vous n'allez pas lui demander de faire cela, même si elle le fait habituellement. Donc c'est vraiment très très important d'être attentif, d'être vigilant à l'état de capacité de la personne. Encore une fois, dans les pathologies vasculaires, après un accident vasculaire, on reste très très fatigable avec de grandes sautes dans les possibilités physiques pendant au moins 1 an, peut-être quelquefois plus. Et puis c'est vraiment très important, quand le handicap survient, de ne pas déresponsabiliser la personne. Il faut continuer à lui parler, il faut continuer à lui expliquer, il faut continuer à lui demander son avis. Parce que cette personne, même lourdement handicapée, ça reste un être pensant. Encore une fois, il y a des moments où elle comprendra, des moments où elle ne comprendra pas. Mais c'est important de lui parler et surtout de lui demander son avis. Je pense en particulier à tout ce qui est troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer en particulier, où souvent, quand on annonce le diagnostic, il y a une espèce de sidération de la famille. Et j'ai vu quelquefois des patients qui étaient très bien insérés dans leur famille, à qui on demandait encore souvent leur avis pour beaucoup de choses. On sort du cabinet du médecin, on a mis sur le front du malade cette fameuse étiquette de maladie d'Alzheimer, et tout d'un coup on considère que cette personne n'est plus capable de rien faire, n'est plus capable de donner son avis, son opinion, et c'est dramatique. Donc attention de ne pas déresponsabiliser brutalement une personne handicapée, et de penser toujours à lui demander son avis, même pour des petites choses. Moralement, c'est extrêmement important. Et c'est pas parce qu'une personne ne parle pas qu'il ne faut pas lui parler, c'est pas parce que par moment vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas qu'il ne faut pas lui expliquer, car on n'est jamais certain des moments où la personne comprend ou ne comprend pas. Alors quand survient ce handicap, soit brutalement, soit plus insidieusement, un certain nombre de questions vont se poser à vous. La première question, ça va être de s'informer sur la maladie. Si c'est une maladie bien connue, une maladie d'Alzheimer, une hémiplégie, on a peut-être quelques connaissances, on a déjà vu des personnes qui avaient cette pathologie-là. Si c'est une maladie plus compliquée, comme la maladie à corps de Lévy, la démence frontotemporale, on se retrouve souvent démuni, on ne sait pas très bien. On a vu le médecin une première fois, on n'ose pas retourner, donc comment on va s'informer sur cette maladie? Première chose. Deuxième chose, quel va être l'aidant principal? Si la personne est encore à l'hôpital, on va décider est-ce que ça va être le conjoint, est-ce que ça va être un des enfants, s'il y a plusieurs enfants. Troisième question, comment on va s'organiser dans le quotidien, à la fois sur le plan matériel et sur le plan de l'organisation, tout simplement, financière aussi parfois. Et puis, comment aussi on va gérer les réactions émotionnelles qu'on va avoir. C'est difficile de se retrouver au quotidien avec une personne handicapée. On a des émotions qui vont jaillir, comment on va gérer tout ça? Et puis, question qui se pose souvent, quand quelqu'un a un handicap en particulier progressif, comment on va prendre la décision d'arrêter certaines activités, arrêter par exemple la conduite automobile, arrêter de laisser la personne utiliser son chéquier ou sa carte bancaire. Et puis peut-être la question la plus importante, pour vous, comment vous allez prendre le temps de souffler, comment vous allez faire pour prendre du temps pour vous, ce qui va vous permettre de tenir dans la durée. Si vous ne soufflez pas, vous ne tiendrez pas le coup. Toutes ces questions-là, si vous voulez bien, on les abordera dans de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.